Donc, juste pour préciser, je ne travaille plus dans l'unité de soins palliatifs de Luynes depuis 1 an et demi. Je travaille maintenant en équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital de Blois, dans le Loir-et-Cher. Mais ce travail sur la sexualité du couple en soins palliatifs, je l'ai fait avec des collègues pendant que j'étais à l'unité de soins palliatifs de Luynes. Alors, vous allez voir ma main trembler, c'est normal. Alors, ce travail de groupe était dans le cadre d'une recherche infirmière lancée au niveau régional. Et nous avons choisi de travailler sur ce thème dans notre groupe, puisqu'on cherchait des situations qui pouvaient se prêter à une réflexion infirmière. Et dans les situations qui nous interpellaient, il semblait qu'il y avait des choses qui se regroupaient. Pardon. Donc, dans les situations que nous avons observées, il y avait dans un premier temps des expressions verbales. Ainsi, un patient atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative, qui portait une ventilation non invasive, dont il était dépendant 23 heures sur 24 à peu près, et qui nous disait ma femme ne me touche plus, elle ne me prend pas la main. Depuis que je suis sous VNI, elle a déserté le lit conjugal. Une autre patiente déficiente intellectuelle qui tous les soirs nous disait « j'ai besoin d'un câlin ». Pardon. Comme ça. Ou encore un homme qui à plusieurs reprises a pu dire « bien sûr ». D'accord. Ok. Ou encore un homme qui disait régulièrement aux soignantes « j'ai besoin d'une femme ». Et puis, une situation un peu plus directe, qui sera peut-être un fil conducteur dans mon intervention. Un patient qui, un soir, moi je travaillais la nuit, et ma collègue aide-soignante vient me voir et me dit « tu ne veux pas venir voir avec moi monsieur B ? Il n'est pas comme d'habitude ». Et je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « il m'a agrippé les mains et il me dit « je veux coucher avec toi ». Voilà, des expressions verbales qui sont le signe, pour nous, qu'il y a quelque chose autour de la sexualité. D'autres situations observées, c'est l'expression non verbale. Par exemple, constater, trouver un conjoint allongé sur le lit. Pour les soignants, sentir une main venir se poser sur les fesses des soignants. Constater une érection lors d'un soin. Et pour moi, alors que je dispensais un soin de toucher massage, ressentir un malaise à un moment donné et me dire mais comment est-ce que ce patient que je suis en train de masser peut ressentir le soin que je suis en train de prodiguer. Et puis enfin, nous avons observé des réponses aux propositions de soins qui pouvaient laisser évoquer qu'il y avait une problématique sexuelle derrière. Ainsi, un patient qui a été atteint d'un cancer au niveau de l'anus, qui avait un pansement qui se souillait régulièrement parce qu'il était incontinent, à qui il a été proposé une pose de sonde vésicale avant une permission, afin de limiter le nombre de réfections des pansements à domicile. Et ce patient a pu dire non, une permission avec ça, avec la sonde vésicale, ce n'est pas la peine. Des patients également qui, quand il était question de retour à domicile, pouvaient refuser l'installation d'un lit médicalisé à la maison. Et puis, des conjoints, plus souvent des conjointes, qui refusaient que ce soit les soignants qui fassent les soins d'hygiène, qui fassent la toilette. Alors, face à cette situation, les soignants se sentent souvent seuls et démunis. Du coup, les réactions ne sont pas toujours adaptées. Et les demandes, plaintes des patients peuvent être minimisées ou ignorées. Quant à aborder ces questions-là au moment des transmissions, ça relève du défi, la plupart du temps, suscitant moquerie, mépris ou même rejet. Alors, malgré notre perception de ces problématiques, nous étions confrontés à nos difficultés à nous entendre sur ce sujet-là,
et du coup à pouvoir construire une démarche professionnelle. Nous avons donc recherché qu'est-ce qui pouvait faire obstacle à la prise en compte de la sexualité dans notre pratique soignante. Nous avons beaucoup échangé entre nous, nous avons beaucoup lu, cherché la bibliographie, et nous avons pu dégager 3 items, 3 obstacles majeurs à la prise en compte de la sexualité. Premier obstacle, la polysémie. La polysémie, en fait, plusieurs sens. Le terme sexualité a plusieurs sens et tout le monde ne met pas le même sens au mot sexualité. Pour certains, la sexualité, c'est le sexe, c'est faire l'amour, c'est la fonction sexuelle. Pour d'autres, la sexualité comprend à la fois la fonction génitale, mais aussi la dimension du désir, de l'affection, des émotions et des liens humains. Autre obstacle, les représentations personnelles. Chaque individu a ses propres représentations de la sexualité. Ces représentations sont liées aux expériences personnelles, au vécu, à l'éducation et aux tabous qui sont véhiculés familialement et socialement. Ces représentations ne sont pas toujours conscientes et vont donc avoir un impact considérable sur la pratique soignante qui va être plutôt de l'ordre de la réaction qu'une action réfléchie. C'est dire par exemple pour un soignant qui rentre dans une chambre et qui trouve un conjoint allongé sur le lit, c'est dire « oh pardon » et ressortir en fermant la porte. Ça va être aussi qualifier un patient d'obsédé s'il formule quelque chose autour de la sexualité. Ça peut être les sensations de malaise ou de rejet pour un soignant qui constate une érection pendant un soin. Autre obstacle à la prise en compte, c'est le manque de formation. Les soignants, pendant la formation, sont formés à la sexualité, mais plus dans une approche technique et qui va être centrée sur les pathologies qui vont toucher les organes sexuels. Donc les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers gynéco. Cette approche limitée, en fait, ne permet pas aux soignants d'affronter paisiblement et justement les situations. Donc voilà les obstacles que nous avons pu dégager. Et donc à ce point-là de nos réflexions, nous faisons donc le constat que la persistance d'une dynamique sexuelle ne peut être occultée chez les patients en phase palliative, puisque nous constatons dans le service qu'il y a une expression de la sexualité. Nous constatons que la prise en compte de la sexualité requiert une prise de conscience des obstacles, donc celle que je viens de citer, les représentations personnelles, le manque de formation, et qu'il y a nécessité d'un langage commun sans lesquels les soignants ne peuvent communiquer efficacement. Le problème de polysémie, pour certains c'est l'acte sexuel et pour d'autres la sensualité, l'affectivité, les relations humaines. Donc nous avons cherché à définir dans notre groupe qu'est-ce que la sexualité. Comme nous sommes... on peut changer. Pardon. Comme nous sommes des professionnels de la santé, nous sommes dirigés vers la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Cette définition est assez longue, mais elle reprend les points suivants. La sexualité est inhérente à la vie de l'être humain, ne se réduit pas à l'organe sexuel, qu'elle s'exprime sous différentes formes et qu'elle est influencée par l'environnement. Donc les individus restent des êtres sexués, quel que soit leur état de santé. Donc pour nous, à défaut d'une formation sur cette problématique, ce travail d'analyse des obstacles à la prise en compte de la sexualité et des constatations qui en découlent a permis une transformation de notre regard sur les situations cliniques. À partir de là, nous avons pu dégager 3 axes de soins. Premier axe, reconnaître la sexualité comme inhérente au principe de vie. Dans la pratique soignante, connaître la sexualité ne suffit pas. Il convient de la reconnaître, de la connaître à nouveau,
avec un regard nourri des réflexions précédemment menées, c'est-à-dire le fait que ça a plusieurs sens, la sexualité, qu'il y a des représentations personnelles et qu'il y a un manque de formation. Deuxième axe, favoriser la sexualité du couple. Favoriser est à entendre dans le sens de permettre, autoriser quelque chose qui est présent. Il s'agit de réintroduire une facette de l'existence qui a peut-être été mise à mal dans le parcours de soins, d'exprimer notre ouverture d'esprit à ce sujet, tout en demeurant dans le cadre d'une relation soignant-soigné. Troisième axe, faciliter la sexualité du couple. Faciliter, c'est la question du comment. Que mettre en place? Quels moyens matériels, humains, vont permettre la sexualité du couple en soins palliatifs? On peut détailler un petit peu pour reconnaître la sexualité, accepter la sexualité comme inhérente au principe de vie. Le patient reste un être sexué, quel que soit le stade de sa maladie. Sensibiliser les acteurs de soins. Et cela pour permettre une meilleure vigilance professionnelle. Être attentif. Connaître les facteurs favorisant une problématique sexuelle. La maladie a un impact sur la sexualité. L'hospitalisation, qu'elle soit en institution ou à domicile, a un impact également sur la sexualité. Les traitements, surtout ceux qui vont modifier l'image corporelle, alors que ce soit les interventions chirurgicales, les mutilations, que ce soit les traitements qui peuvent faire tomber les cheveux, faire prendre ou perdre du poids, etc. L'estime de soi du patient va souvent être diminuée. La fatigue, la grande fatigue même qui peut survenir, les dépressions, la culpabilité pour lui de ne pas pouvoir répondre aux désirs de l'autre, d'être une charge. Être attentif aux signes verbaux, aux plaintes, aux demandes formulées par les patients, mais aussi aux paroles échangées lors des discussions autour du lit médicalisé, autour du projet de permission ou de retour à domicile. Et être attentif également aux signes non verbaux du patient, du conjoint et du couple. Et puis adopter une attitude de non-jugement. Être attentif à son propre ressenti et à la façon dont on transmet les informations à l'équipe. Ce qui est pertinent à transmettre et ce qui doit rester confidentiel. Pour en revenir à la situation de monsieur au départ, pour laquelle ma collègue venait me signaler un changement dans l'attitude, elle n'a pas été dans le jugement. Elle est venue me signaler que quelque chose se passait qui n'était pas habituel. Par cette attitude, en fait, de reconnaissance de cette problématique sexuelle pour ce monsieur, elle est venue me signaler que quelque chose était inhabituel. Elle n'a pas été dans le jugement. Elle m'a rapporté des faits. On a pu réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se passe. En fait, on a pu constater qu'il y avait une modification thérapeutique dans la journée, avec l'introduction d'un traitement visant à soutenir l'élan vital de ce monsieur, sous forme de corticoïdes, et que manifestement, il avait réagi très bien à ce traitement, et que ça l'avait un peu désinhibé. Et en fait, avec un réajustement thérapeutique, le patient a pu retrouver un comportement habituel, plus réservé. Autre axe, favoriser la sexualité du couple. En fait, c'est permettre quelque chose qui existe. C'est pas inciter l'autre c'est rester ouvert et permettre quelque chose qui est latent. Alors, aborder le thème de la sexualité par des déclarations ou des questions de la part des soignants. Par exemple, on peut dire comment vivez-vous la séparation liée à l'hospitalisation? Éprouvez-vous des difficultés à garder votre place de conjoint dans le contexte de la maladie? Les soins impliquent du matériel qui peut prendre de la place. Nous ferons en sorte qu'il soit le plus discret possible
afin qu'il ne gêne pas trop vos échanges et votre rapprochement. L'équipe sera attentive à respecter votre intimité, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de moments à rester ensemble. Au domicile, un lit médicalisé paraît souhaitable. Que ressentez-vous à l'idée d'installer un lit chez vous? Peut-être dans une autre pièce que la chambre, à l'idée de ne plus dormir ensemble. Comment vivez-vous l'intrusion de soignants dans votre intimité à la maison? Par ces questions, par ces explications, cela va permettre au couple de se questionner, d'échanger et peut-être de s'autoriser à reprendre une place qui a potentiellement été envahie par les soins. On peut également, pour favoriser, proposer au conjoint de participer aux soins, mais aux soins procurant confort et plaisir. Ça peut être, dans l'unité de soins palliatifs, il y avait une baignoire à balnéo. Donc on proposait au conjoint, si le patient était d'accord, de rester dans la salle de bain pendant le temps du bain avec le conjoint. On a pu montrer à certains conjoints comment masser, comment, par le toucher, apporter du confort à l'autre. En fait, surtout de proposer au conjoint de participer aux soins pour permettre une dynamique d'échange sensuel. Encourager la proximité du couple. Suggérer un déjeuner en tête-à-tête, le visionnage d'un DVD. Proposer de baisser la barrière du lit quand il est là. Lui rappeler qu'il est permis de s'asseoir sur le lit et même de s'y allonger. C'est en fait sortir de l'idée préconçue que le lit à l'hôpital est territoire réservé aux soignants. Et un autre axe aussi important, c'est de développer ou maintenir l'estime de soi, notamment par l'habillage pendant la journée, si possible avec les vêtements personnels, et pourquoi pas les ouvrir dans le dos pour faciliter l'enfilage si le patient est d'accord. Faire attention à la présentation physique, le rasage pour les hommes, le maquillage pour les femmes. Faire attention aux odeurs, qu'elles émanent du corps, des pansements, de l'odeur résiduelle dans la chambre, et même les odeurs de la bouche. En fait, il s'agit de permettre aux patients de s'estimer et de se sentir estimé, de se sentir désirant et désirable. Et il convient de distinguer se sentir désirable et aller dans la satisfaction du désir. C'est deux choses différentes. Ce faisant, il s'agit de développer ou maintenir la libido, cette énergie qui sous-tend les instincts de vie. Troisième axe, faciliter la sexualité du couple. Faciliter, c'est comment? C'est quels moyens matériels et humains? Alors, au niveau de la chambre, en institution, c'est permettre la personnalisation, mettre des photos, des dessins, des objets personnels. Limiter, tant que faire se peut, la médicalisation. Le pied à perfusion, tout ce qui peut traîner dans une chambre d'hôpital, essayer de le rendre le plus discret possible. Et dans les USP, il y a souvent une grande réflexion autour de ce matériel-là. On a des petits pousse-seringues, des pompes qu'on peut placer sur soi, cacher sous les draps. Ça, avec du matériel adapté, c'est souvent plus facile de camoufler un peu tout ce côté médical. Informer aussi le patient et son conjoint l'utilisation du volet roulant de la chambre pour fermer le volet si on veut être plus en intimité. Sur le fonctionnement des barrières. Et autoriser l'aménagement de la chambre d'une autre manière. Orienter le lit différemment. Et préciser aussi qu'il est peut-être possible d'installer un deuxième lit dans la chambre. Au domicile, la question du lit médicalisé, qui est souvent demandée
notamment par l'HAD, pour faciliter les soins et le confort du patient. Il existe des lits médicalisés doubles. C'est souvent pas proposé. Alors soit c'est pas connu, ou alors il y a une barrière qui est mise puisqu'il y a un coût financier qui reste à la charge des personnes, puisque pour la sécurité sociale, il n'y a qu'un patient, donc il n'y a qu'une place. Et souvent, la moitié du matelas reste à la charge du conjoint. Seulement, parfois, on se limite à ça parce que c'est un coût assez important. Mais il n'est pas impossible que le patient, son proche ou même la famille souhaite faire cet effort financier pour le confort et le bien-être. Donc ça peut être important que de préciser que ça existe. Pour faciliter, il y a sûrement des questions à se poser aussi pour l'organisation des soins. Regrouper les soins. Essayez de ne pas les étaler tout au long de la journée en rentrant n'importe quand dans la chambre pour faire un soin, mais essayez de regrouper le moment de la toilette avec le pansement, etc. En le nommant pour pouvoir privilégier des espaces-temps où le couple va pouvoir être ensemble sans avoir besoin de laisser la place aux soignants. La question de la pancarte sur la porte. Nous en avons beaucoup discuté dans l'équipe. Quand je suis partie, il n'y avait toujours pas de réponse. Il y avait des éléments pour, des éléments contre. Pour, ça fait, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste. Pour, c'était, voilà, ça évite que quelqu'un ne rentre dans la chambre et vienne faire intrusion. Contre, c'était, si on veut rester dans l'intimité, la discrétion, marqué sur la porte, ne rentrez pas, ça met en évidence quelque chose de l'ordre de l'intime. Sans supposer qu'il y ait d'actes sexuels derrière la porte, on est bien dans la sexualité au sens large et de moments d'intimité du couple. Là où on était par rapport à la pancarte, c'est que s'il y en avait une, ce serait important que ce soit le patient qui parle en son nom. J'ai besoin d'un moment d'intimité. Pas quelqu'un qui dit ne le dérangez pas, mais que ce soit lui qui parle. Au niveau de la concertation permet aux soignants et aux soignés d'exprimer leurs souhaits et leurs limites. Pour l'exemple du monsieur qui ne voulait pas de sonde vésicale pour rentrer en permission chez lui, ça a pu amener une discussion. Trouver des compromis. Le soignant a pu expliquer pourquoi il pensait qu'une sonde vésicale pouvait être bénéfique. Le patient a pu entendre et se positionner, faire son choix. Et son choix se portait plus par « je préfère refaire mon pansement plusieurs fois par jour plutôt que d'avoir une sonde vésicale ». Être dans cet échange, ça ne veut pas dire que le médecin et les soignants vont se plier à la décision du patient. En tout cas, ça permet l'échange, la discussion. Et un référent dans l'équipe. On s'est questionné sur l'intérêt que pouvait avoir dans l'équipe un référent par rapport aux questions de problématiques sexuelles pour éviter aux soignants de s'en sentir seuls et isolés face à des situations qui peuvent le mettre en difficulté. Après ce travail, nous avions encore beaucoup de questions. Redonner des sensations de plaisir. N'est-ce pas violent pour le patient qui a parfois fait le deuil de la sensualité dans son parcours de soins? Dans les hôpitaux, les soins, la place de la sensualité, c'est un peu souvent mis de côté. Et on a constaté que pour certains patients, en unité de soins palliatifs, nous, très orientés, confort, plaisir, on proposait assez rapidement massage, les bains, le conjoint qui peut rester, et ça venait vraiment faire presque violence. Autre questionnement, quelle limite pour le soignant dans des soins ayant comme objectif de faire retrouver du bien-être? Jusqu'où on peut aller? Comment accompagner le deuil de la fonction sexuelle pour le patient, potentiellement pour le conjoint aussi? Et puis enfin, par quelle pensée, quel fantasme, quel ressenti une personne est-elle envahie en sachant le corps de son conjoint
accaparés par les soignants. Alors, dans les faits, dans l'unité soins palliatifs, après ce travail de réflexion, l'échange avec toute l'équipe, nous avons pu constater une attention plus marquée aux problématiques sexuelles. Un meilleur positionnement professionnel. Il y avait moins de réactions, mais plus d'actions réfléchies. Il y avait plus d'échanges en équipe. Nous avons pu faire l'acquisition d'un lit accompagnant médicalisé, le même lit, ce qui permettait, quand le couple le souhaitait, de mettre les deux lits à la même hauteur, on démontait les barrières et on faisait comme un lit double. Et la nuit, quand un conjoint restait, on proposait un passage à la demande. Pas un passage de surveillance systématique, mais une surveillance à la demande, en limitant les passages, on se mettait d'accord, un passage le soir, un passage en fin de nuit, pour voir si tout se passait bien. Et on faisait comme si c'était à la maison, où la nuit, il n'y a pas de soignant, et c'est le conjoint qui alerte. Voilà pour ce travail. Donc en conclusion, je vous dirais que le patient reste un être sexué, quel que soit le stade de sa maladie, que la sexualité est présente dans les situations de soins, qu'il y a nécessité d'une réflexion individuelle, qu'est-ce que ça me fait à moi, la sexualité de l'autre, et la nécessité d'une réflexion collective en équipe afin de pouvoir mettre des choses en place pour la prise en compte de la sexualité du couple en soins palliatifs. Alors, si cet exposé a fait l'objet de 2 parutions, si vous souhaitez les retrouver, je vous ai mis les références. Donc une revue, la revue Soins en janvier-février 2012, et puis dans la dernière édition du manuel de soins palliatifs. Voilà. Merci pour votre attention.